On a vu tout à l'heure une belle session sur, c'est-à-dire le Growing Up with PIDs. Ça fait plaisir d'entendre parler des déficits immunitaires chez les grands enfants, les adolescents et les adultes. Donc, nous, on va s'intéresser durant cette session à la vaccination contre le pneumocoque chez les immunodéprimés. Donc, on a beaucoup de choses à dire et je vais commencer par introduire mon sujet en disant que le pneumocoque, vous le connaissez tous, c'est une bactérie qui est très fréquente, surtout chez l'enfant. Et la vaccination antipneumococcique, elle fait partie, heureusement, de notre programme national d'immunisation que je dis qu'il est très riche de par le nombre de vaccins qui sont introduits dans ce programme. Mais il y a un paradoxe de vaccination. Est-ce qu'on va vacciner quelqu'un qui est immunodéprimé? Est-ce qu'on va vacciner quelqu'un qui n'est pas capable de produire des anticorps? On va voir ensemble. Y a-t-il un gain à vacciner ces patients et est-ce qu'il n'y aura pas une mauvaise réponse et même est-ce qu'il n'y aura pas un danger pour ces patients? Voilà, je vais introduire encore en disant que le pneumocoque, comme on a dit, c'est le plus fréquent, surtout à bas âge. Comme vous voyez ici, c'est la distribution des IRA selon l'âge et bien sûr, elle peut provoquer des décès. Et voilà, on va voir ici en fait, les taux de pneumonie liés au pneumocoque selon l'état de santé des enfants atteints. Moins de 5 ans, on a plus de taux chez les enfants qui ont des facteurs de risque. Facteurs de risque, ça peut être immunodépression comme le déficit immunitaire congénital, comme l'HIV, mais ça peut être aussi un asthme, ça peut être une cardiopathie. Ici, sur ces diapos, on voit la place qu'occupe le pneumocoque parmi les autres bactéries selon les tranches d'âge et on voit toujours que le pneumocoque, il reste dominant par rapport aux autres bactéries. Les méningites aussi, ça c'est une étude marocaine, c'est-à-dire locale. C'est pas une étude en fait d'un autre pays. C'est une étude qui a été pilotée par la SOMIPEV. Donc ils ont étudié tous en fait les germes responsables des méningites bactériennes impliquées et on a constaté comme quoi le pneumocoque reste aussi dominant, c'est-à-dire il est assez fréquent. Donc le pneumocoque dans la pneumonie, pneumocoque dans les méningites bactériennes. Il faut donc préserver cette tranche d'âge de moins de 5 ans et il faut prévenir ces infections invasives contre le pneumocoque via, bien sûr, une bonne vaccination. Donc, on va voir l'impact de cette vaccination chez les enfants. Ici, c'est une étude danoise qui nous donne en fait l'impact de la vaccination après l'introduction du vaccin dans leur programme national danois d'immunisation. On voit ici, après l'introduction du vaccin à cette valence, qu'il y a une baisse des sérotypes qui ont été incriminés auparavant dans les infections, en fait, dans les infections invasives. Et il y a un phénomène de remplacement qui était encore contrecarré par une vaccination à pneumocoque à 13 valences. Toujours, il y a cette bonne réponse, mais il y a un phénomène de remplacement. Ici, c'est notre étude une étude marocaine qui a été faite après l'introduction du vaccin antipneumococcique au Maroc. Et donc, on voit l'impact sur la mortalité et c'était un impact très positif. On a eu une baisse de la mortalité liée aux causes respiratoires, à savoir les pneumonies, par 28% dans la tranche d'âge qui était étudiée et dans 30% inférieur à 1%. C'est des chiffres qui sont très, très intéressants, qui nous reflètent l'impact et l'intérêt de vacciner les enfants. Donc, l'efficacité de la vaccination était démontrée par plusieurs études marocaines que d'ailleurs. Bien sûr, on a la réduction de la mortalité et la morbidité liée au pneumocoque. Il y a la réduction de la résistance aux antibiotiques
quelqu'un fait une infection, on va traiter par antibiotiques et l'autre, et on va voir des résistances qui vont naître, surtout quand on n'a pas une bonne observance et quand on n'a pas des régimes de traitement qui sont bien respectés. Et il y a bien sûr aussi la réduction des pneumococci chez les adultes. Tout ça, ça nous montre l'efficacité et c'est-à-dire les bienfaits, si on veut dire, de la vaccination. Bien sûr, il y a toujours ce phénomène de remplacement, mais les sérotypes qui étaient les plus incriminés dans les infections invasives à pneumocoque, ils étaient, si on veut dire, éradiqués par la vaccination à pneumocoque. Donc voilà, ça c'est une radiothorax qui nous montre en fait les dégâts que peut causer un pneumocoque, une pneumonie étendue. Le pneumocoque, il peut aussi donner des empièmes, peut donner des abcès cérébraux, peut donner des ventriculites carrément. Mais est-ce que vraiment on est tous égaux devant une infection à pneumocoque? Est-ce que tout le monde va faire ça? Est-ce que tous les enfants peuvent faire ça? Est-ce que c'est le pneumo qui est méchant ou c'est plutôt l'autre qui a une défaillance quelque part qui fait qu'on peut avoir en fait des infections un petit peu très sévères? Voilà. Ici, pour pouvoir répondre à cette question, donc on a eu des études qui nous montrent le risque de faire une infection invasive à pneumocoque selon les facteurs de risque. Bien sûr, toujours comparé à, en fait, à la population générale with not at risk, sans facteur de risque. Bien sûr, on a des chiffres bas, mais quand on a une seule condition, je veux dire asthme ou cardiopathie, on a des chiffres qui se présentent assez importants, mais les chiffres les plus importants, en fait, ils se présentent quand on a un déficit immunitaire congénital, un HIV, encore un problème des globules blancs, ça veut dire des neutropénies, ou une asplénie. Toute cette population, elle est à risque de présenter une infection invasive, c'est-à-dire qui dit infection invasive à pneumocoque, dit peut-être un risque de décès. Alors, ça coince. Voilà, donc tout cela pour dire, si je suis dans ma pratique quotidienne et je reçois un enfant qui présente une infection à pneumocoque, c'est-à-dire une infection invasive, je dois me demander quelle est la cause qui a permis que cet enfant fasse ça. Premièrement, je vais chercher tout ce qui est évident, une cause évidente. À savoir, est-ce que cet enfant il est sous immunosuppresseur? Est-ce qu'il a un cancer sous-jacent? Est-ce qu'il était splénectomisé? Est-ce qu'il a une dysplasie ectodermique anhydrotique? Chose qui est en fait parlante juste sur la morphologie de l'enfant. Ben, si je trouve rien, je peux faire une échographie abdominale facilement et je cherche est-ce qu'il y a une absence de la rate, une asplénie. Donc, si oui, on a posé le diagnostic et on va s'adresser à une prophylaxie. Ben, sinon, il faut faire un bilan biologique. Un bilan biologique qui va comporter, bien sûr, une NFS où on va chercher une lymphopénie. Bien sûr, il ne faut pas ignorer la sérologie HIV, il faut toujours la faire avant de penser à un déficit immunitaire congénital et compléter tout le bilan immunitaire par un dosage des immunoglobulines, les A, les G, les M et les E, il ne faut pas les oublier, le complément et les sous-populations lymphocytaires, une bonne numération lymphocytaire avec une expression HLA-DR qu'il ne faut pas oublier dans notre région. Et il faut faire aussi un frottis sanguin pour chercher les courtes Joly. Alors, si on trouve une anomalie, on peut dire c'est un déficit immunitaire acquis, c'est un déficit immunitaire en fait congénital, on a d'autres diagnostics. Mais le problème, c'est quand on a ce genre de patient qui fait une infection invasive assez, c'est-à-dire robuste, assez sévère, mais on ne trouve rien. Donc là, il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas une susceptibilité à ce germe et à des bactéries? D'ailleurs, je remercie M. Bousfeha pour cette plaque parce que c'est lui qui me l'a prêtée pour pouvoir la présenter aujourd'hui. Et j'en suis fière parce qu'elle nous facilite en fait la tâche devant les patients. Donc, c'est une plaque qui, en fait, qui explique que on ne cesse
de découvrir qu'il y a de nouvelles pathologies de déficit immunitaire. Il n'y a pas que les SCID, il n'y a pas que les agammaglobulinémies et les bretonnes, mais il y a des maladies qui sont nouvelles. On ne cesse de découvrir. Regardez, on est parti de peu de malades pour arriver à près de 500 maladies de déficit immunitaire avec de plus en plus de susceptibilité pour les virus et les bactéries. Alors, tout cela pour vous dire qu'il y a un groupe spécial de prédisposition aux infections bactériennes invasives, c'est-à-dire les biogènes, qui peuvent, c'est-à-dire exposer l'enfant à faire des méningites, des arthrites, des ostéomyélites à pneumocoque ou d'autres infections, en fait, d'autres bactéries. Donc, on peut avoir l'IRAC4, le MIDI 88. Toutes en fait, ces anomalies, ils sont sur les voies de signalisation des TLR. On les trouve ici. Quand il y a un blocage ici, donc on n'aura pas toute la signalisation, même le TLR3 avec le TRAF, les TRIF, tout ce qui est nouveau actuellement, qui vont donner ces infections invasives, mais figurez-vous que c'est avec des CRP qui sont bas, avec une fièvre qui est absente ou un fébricule. Ce n'est pas les infections aussi bruyantes du côté inflammatoire et ça s'explique par le problème de la signalisation qui est coupée. Donc, devant tout ce tableau, devant tout dont on a parlé, la susceptibilité, les patients déficitaires, donc il faut une prévention. La prévention est essentielle contre ce germe qu'est le pneumocoque. Parce qu'il y a un défaut de réponse vaccinale polysaccharidique qui fait partie du tableau des DIH. Donc, est-ce qu'il faut vraiment vacciner ces patients ou pas ? Mais les recommandations des sociétés savantes, c'est qu'il faut toujours vacciner ces DIH, malgré ce qu'on dit toujours qu'il y a un défaut de réponse vaccinale. Donc, on va voir comment on peut résoudre ce problème. Est-ce qu'on rajoute juste un coût pour la santé qui est inutile ou ça sert à quelque chose? Donc, là, j'étais en train de présenter une étude. Je ne sais pas pourquoi ça... C'est parti. De toute façon, je continue en attendant que mes diapos reviennent. C'est la société saoudienne qui a émis, en fait, au secours. Parfait. Donc, c'est une recommandation, comme j'ai dit, de la société saoudienne par rapport à la drépano. Et donc, comme type de maladie chronique, qui est connu par sa susceptibilité aux infections pneumococciques. Donc, pour eux, ce qu'ils recommandent, pour les patients qui sont pardon, comment je vais revenir? Donc, voilà. Qui sont immunodéprimés, je vais prendre bien sûr la tranche d'âge moins de 5 ans, ils préconisent toujours la vaccination. Donc, si le patient il a déjà pris le vaccin antipneumococcique polysaccharidique, il faut donner après un an le conjugué 13 valent et après 8 semaines, il faut renforcer par le polysaccharidique encore. Mais s'il a pris déjà le vaccin conjugué à 13 valences, après 8 semaines, il faut aller directement pour le polysaccharidique. Donc, on va voir un petit peu est-ce qu'ils ont raison, comme les autres sociétés ou pas. Donc, pour rappel, il y a, ça vous le savez, juste un petit rappel comme ça, de type de vaccin antipneumococcique. Vous savez bien qu'il y a le polysaccharidique ou l'antigène, en fait, qu'on donne, c'est juste le sucre de la capsule. Il y a le conjugué, où ce sucre, il est associé à une protéine porteuse pour donner deux types de réponses immunitaires. L'une qui est normalement T-indépendante et donc pas possible avant l'âge de 2 ans et il ne donne pas une mémoire d'immunisation assez solide. Et la deuxième, ou le deuxième vaccin, le conjugué dont on a l'habitude, nous les pédiatres, il est témédié. Et il donne une bonne réponse c'est une bonne réponse aux anticorps, bien sûr, avec une excellente mémoire d'immunisation. Donc, l'indication, c'est plutôt les enfants, on donne toujours le conjugué, parce qu'avant l'âge de 2 ans,
on peut pas donner, on peut pas produire d'anticorps T indépendants et bien sûr les immunodéprimés. Donc, qu'en est-il des patients sous perfusion des immunoglobulines? On a longtemps dit qu'ils sont bien protégés, ils sont sous perfusion d'immunoglobulines, qui n'ont pas, ils vont pas, de toute façon, c'est des DIH, ils vont pas répondre au vaccin antipneumotoxique. Donc, on va se pencher sur cette étude qui a comparé en fait des patients, en fait des contrôles plutôt, c'est des personnes indemnes de toute déficit immunitaire, et ils ont comparé avec les mêmes tranches d'âge. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de cette étude, mais c'est-à-dire la méthodologie, elle était bonne avec un bon choix des contrôles. Et donc, on a comparé les anticorps spécifiques antipneumococciques, le titre, bien sûr, par rapport un groupe de déficit immunitaire, c'était des kids et autres, et on a constaté que le titre, il est très, très bas chez les patients, même s'ils sont sous immunoglobuline en perfusion, la substitution. Et donc, la différence, elle était significative. Et après, si on décortique encore, la comparaison des anticorps antipolysaccharidiques chez les témoins par rapport à chaque classe de déficit immunitaire étudiée dans la même cohorte, on trouve que toujours les titres ils sont bas dans la taxi-télangiectasie, les KID et les agamma-globulinémies liées à l'X avec des différences toujours significatives. Donc, est-ce que ces recommandations dont on a parlé tout à l'heure vont apporter un plus, c'est-à-dire la recommandation de vaccination, est-ce qu'elle va apporter un plus, vu que nos patients ne sont pas bien protégés juste avec les immunoglobulines. Donc, il y avait une étude, une belle étude, je trouve, qui parle de l'immunogénicité du vaccin pneumococcique chez les DIH. Donc, ils avaient une cohorte de 29 patients DIH où ils ont en fait vacciné ces patients à l'inclusion et puis ils ont étudié les anticorps antipneumococciques selon le sérotype qui est contenu bien sûr dans le vaccin avec lequel ils ont vacciné. Ils ont fait cette mesure bien sûr par l'ELISA, l'inclusion à 1 mois, 6 mois et 1 an après la vaccination. Et le plus, c'est qu'ils ont étudié l'activité d'opsonophagocytose des anticorps qui sont dirigés contre les mêmes sérotypes c'était par la méthode MOPA. Donc, la conclusion, c'était qu'il y avait une protection initiale qui n'était pas assez bonne, avec une faible capacité d'opsonophagocytose. C'est normal parce que à l'inclusion, ils ont testé avec les anticorps qui sont contenus dans en fait, la perfusion, les immunoglobulines que reçoit le patient. Mais après, il y avait une protection qui est durable, qui est bien que, bon, on constatait qu'il y avait un déclin à 1 an, mais c'est-à-dire durant les 6 mois, c'était le top, et puis ça a dégringolé à partir de 6 mois avec un taux très très bas après 1 an. Mais toujours avec une augmentation des capacités d'opsonophagocytose des anticorps antipneumococciques qui restent avides, qui ont une bonne immunogénicité. Et ça, c'est un point important. Chose que je veux rajouter encore, c'est que c'était cette protection antipneumococcique qui était faible, avec une capacité faible d'opsonophagocytose, elle était particulière aux DIH, qui ont été comparés aussi à des patients immunodéprimés, mais pas un déficit immunitaire humoral ou primitif, c'était plutôt des myélomes indolents sur une autre cohorte qui était sur une autre étude. Voilà, donc je pense qu'ils peuvent nous convaincre que la vaccination, elle a son rôle et elle a un rôle effectif de protection. Une autre étude qui compare aussi l'effet de la vaccination, de donner une vaccination antipneumococcique conjuguée et polysaccharidique qui suit après, les mêmes résultats, c'est qu'on a une immunogénicité qui augmente et là sur une cohorte d'ataxie-télangiectasie. Si on voit bien ici, c'est en fait les contrôles, les enfants ataxiques. Donc, on voit bien que avant, c'est-à-dire on a un taux qui est un petit peu bas.
Après le 7 valence, la vaccination avec un vaccin antipneumococcique à 7 valences, bien sûr conjugué, on a une augmentation, mais après un boost 8 semaines avec le polysaccharidique, on a des taux protecteurs qui augmentent encore. Donc, est-ce que les malades, en fait les patients immunodéprimés, déficit immunitaire, ils ont aussi des pathologies qui sont très pourvoyeuses d'auto-immunité. On a souvent recours à des immunosuppresseurs et bien sûr, il y a d'autres pathologies, des pathologies auto-immunes autres en dehors des déficits immunitaires qui sont sous immunosuppresseurs. Est-ce qu'on va les vacciner ou pas? Donc, c'est un dilemme. Il y a ceux qui sont pro-vaccination, ils disent que il y a un risque d'infection accru pour ces patients. Il y a un système immunitaire qui est déprimé et donc il faut protéger ces patients. Il y a d'autres qui sont anti-vaccination, qui ont peur de réactiver la pathologie auto-immune qui est sous-jacente et encore, ils disent qu'on a peur des effets indésirables ou encore de causer la maladie par la vaccination elle-même ou carrément c'est inefficace, on n'a pas à surajouter un coût encore. Donc là, c'est une étude par une équipe de Genève. J'avais la chance d'assister à une présentation qu'ils ont fait sur leur travail. Et donc, grosso modo, en fait, la conclusion, c'est qu'on a toujours une immunité innée qui marche avec une bonne réponse anticorps antipneumococciques avec cette bonne immunogénicité en réponse contre le pneumocoque. Alors, malgré tout ce qu'on a présenté, malgré toute la bibliographie scientifique qui nous encourage avec les recommandations des sociétés scientifiques, on a des chiffres très, très, très bas de vaccination contre le pneumocoque chez les adultes et chez les autres patients, en fait, avec des conditions qui favorisent les infections pneumococciques. Vraiment, il faut faire un effort à part, c'est-à-dire de par les médecins qui suivent ces patients. Donc, les recommandations en général, c'est de vacciner les patients suivis pour déficit immunitaire qui sont sous immunosuppresseurs ou non, avant l'âge d'un an. Bien sûr, on suit le calendrier en vigueur dans le programme national d'immunisation. Et avant l'âge de 2 ans, on prévoit de donner toujours le conjugué parce que je vous rappelle qu'on est avant l'âge de 2 ans, donc on ne peut pas produire des anticorps polysaccharidiques. Et donc, on donne un schéma renforcé à l'âge de 2 mois, 3 mois et à 4 mois, bien sûr, à l'âge de 11 mois à 1 an, et puis on renforce avec le polysaccharidique. Entre 2 ans et 5 ans, on va donner 2 doses de vaccin polysaccharidique à 13 valences, puis on renforce 2 mois après par le vaccin polysaccharidique. Après 5 ans, c'est le même schéma, donc on va donner le polysaccharidique à 13 valences, et puis on va renforcer 8 semaines après avec le polysaccharidique. Donc, je ne peux pas me passer de parler des allogreffés. Bien sûr, c'est une tranche de patients qui vient de naître ici au Maroc. Donc, il faut bien qu'on connaisse cette catégorie. Donc, c'est des patients qui vont perdre leur anticorps dirigé contre les maladies infectieuses à prévention vaccinale, surtout les pathologies infectieuses qu'on connaît, le pneumocoque, la chibée et autres, avec un risque accru de gravité chez ces patients, c'est-à-dire c'est des conséquences assez lourdes pour ces patients avec un risque de décès qui est éminent. Bien sûr, il faut les revacciner dès que possible, bien sûr, après l'allogreffe, selon leur état, selon est-ce qu'ils prennent une immunosuppression ou pas. Bon, c'est une discussion normalement qui s'amène avec les greffeurs. Voilà, donc en conclusion, la vaccination, elle est sans danger. Pour notre catégorie de patients en déficit immunitaire ou patients sous immunosuppresseurs, il faut encourager, sensibiliser les praticiens et les patients, bien sûr, pour qu'ils soient vaccinés. Et il faut s'adresser à des schémas renforcés, respectant le polysaccharidique avec, bien sûr, le conjugué auparavant. Et il ne faut pas oublier de revacciner les allogreffés. Et je vous remercie.